La Féronne et le soleil se sont aimés d'un grand amour. La fée n'était que douceur et fraîcheur, quand le soleil était puissance et chaleur. Ils ont su s'accorder, et de leurs amours sont nés les 4 vents. Chacun des vents avait son caractère. Ils étaient tous très différents les uns des autres. La première née était une petite brise légère, douce et chaleureuse. Elle n'aspirait qu'au calme et à la tranquillité. Le deuxième des vents était brusque et maladroit. Il renversait tout sur son passage et s'agitait sans cesse. Le troisième enfant de la fée et du soleil était calme, froid et solitaire. Quant à la dernière née, c'était une brise coquine, joueuse et agitée. Comme tous les frères et sœurs, lorsqu'ils étaient enfants, les 4 vents n'arrêtaient pas de se chamailler. La Féronne avait bien de la peine à les calmer. Ils se levaient tous au même moment. Le monde était tout chamboulé par leurs disputes. Fort heureusement, en grandissant, les vents se sont un peu assagis. Surtout, ils ont appris à ne pas tous souffler ensemble. À partir de ce jour-là, le monde a retrouvé un peu de tranquillité et les saisons se sont installées sur terre. La première née souffle chaque année la douceur et la chaleur qui font l'été. Le deuxième se déchaîne en grandes bourrasques qui arrachent les feuilles dorées de l'automne. Le troisième apaise la nature, l'endort de son souffle glacé et la recouvre de neige pour qu'elle ne grelotte pas durant l'hiver. La petite dernière réveille animaux, plantes et hommes quand vient le printemps. Elle colore les plaines et les montagnes et distribue sa joie de vivre à tous les êtres vivants. Quand l'un s'en va, l'autre arrive. La terre suit le rythme de leur voyage. Cependant, certaines années, l'un n'est pas encore parti que le suivant est déjà là. Ils se chamaillent, ils se disputent. Leur dernière grande bagarre a eu lieu vers 1830, quand on a construit la nouvelle église et installé le coq au sommet de son clocher. C'est le vent d'hiver qui, le premier, a vu le coq dressé face à lui. Un matin de givre, il lui a demandé « Que fais-tu là, perché en haut de ce toit ? Ta place est dans la basse-cour. Tu devrais descendre avant que je gèle tes pastes et glace tes plumes. » Mais le coq, très fier, a répliqué « Il n'en est pas question. Ce sont les hommes qui m'ont placé ici. Je dois leur rappeler celui qu'ils appellent Pierre et qui, disent-ils, a trahi 3 fois leur Dieu avant le lever du jour. En me voyant, les hommes doivent se souvenir qu'ils sont faibles et qu'il leur faut affermir leurs âmes. » Le vent a trouvé le volatile bien prétentieux. Comme sur le reste du village, il a déposé sur le coq une épaisse couche de neige. L'animal n'a plus ouvert le bec de tout l'hiver. Quand le printemps est venu, la petite brise qui s'est mise à souffler la douceur sur le pays a trouvé elle aussi étrange cet oiseau sur le toit. Elle l'a questionné. « Bonjour le coq, pourquoi t'es-tu perché si haut ce matin ? Monter sur le poulailler ne te suffisait donc plus ? Veux-tu que je t'aide à descendre ?» Mais le coq, très sérieux, lui a répondu « Surtout pas, malheureuse. Je suis monté tout en haut du plus haut toit du village pour réveiller les hommes endormis et leurs âmes assoupies. » La brise de printemps a réfléchi un moment, puis elle a dit à l'oiseau « Oh, alors c'est un peu comme moi qui réveille chaque année la nature après le sommeil de l'hiver. Je vais chasser la brume pour que tu brilles en haut de ton toit. » Et sous le soleil revenu, le coq a brillé de 1000 feux tout au long du printemps. Lorsque la brise douce et chaude de l'été est arrivée, elle a trouvé le coq toujours perché sur le toit. En s'étirant de paresse, la brise lui a demandé « Que fais-tu là, bel oiseau ? Tu devrais aller te mettre à l'ombre d'un arbre. La chaleur va t'étouffer et les rayons de mon père le soleil vont te brûler. » Mais sans bouger, le coq lui a répondu « Je ne crains pas la chaleur et le soleil ne m'effraie pas. Je suis là, placé par les hommes, pour appeler le jour. Regarde, le jour m'a entendu, vois comme il dure longtemps. » Fier de son œuvre, le coq est resté stoïque sous le soleil ardent.
La brise d'été est allée faire la sieste au fond de la vallée. Le vent d'automne est arrivé au milieu de la nuit, en grande bourrasque. Sur le toit de l'église, il a vu un dragon monstrueux. Il luttait courageusement contre la tempête et les fantômes de la nuit. Ses griffes déchiraient les brumes accrochées à la vallée, son bec perçait les traits du vent furieux. Le vent n'a pas insisté. Il a toujours soigneusement évité le clocher de l'église. Jamais il ne lui a arraché une seule tuile. Quand un peu plus tard les 4 vents se sont retrouvés dans la vallée pour saluer leur mère la fée, ils lui ont parlé de l'oiseau que chacun avait vu sur le toit de l'église. Mais lorsque la fée, intriguée, a demandé ce que faisait le coq si haut perché, aucun des vents n'était d'accord avec les autres. L'un avait vu un courageux volatile, là où l'autre n'avait croisé qu'un prétentieux. L'une le trouvait attendrissant, ce joli coq, quand l'autre avait tremblé devant un dragon. Et chacun des vents a voulu parler plus fort que les autres. Le ciel s'est trouvé prisonnier de leur bataille, la brise chaude du sud soufflait en bourrasque avant de céder devant le vent glacé du nord qui apportait la tempête de neige. La grêle de l'est ensevelissait tout avant que la douceur de l'ouest pour un instant caresse la terre. La querelle des vents a duré une longue semaine, sans s'arrêter. Le coq tournait en tous sens, jeté d'ouest en est, du nord au sud, au gré des cris du vent. Depuis ce jour, le volatile n'a plus jamais parlé à personne. Il se contente désormais d'indiquer docilement le sens du vent. Au tout début du siècle dernier, habitait au village un gamin qui ne tenait pas en place. Sa grand-mère disait qu'il avait des aiguilles sous les fesses. Son grand-père affirmait qu'il était encore plus polisson que ses chèvres, ce qui n'était pas rien vu que les chèvres du grand-père faisaient des ravages dans tous les potagers des alentours. Quant à ses parents,
Ils se désespéraient, ne voyant vraiment pas quoi faire de leur fils. Tout le monde l'appelait le petit Pierre, ce qu'il était vraiment tout petit. Malgré ses bientôt 8 ans, on avait peine à le voir derrière son pupitre à l'école. C'est vrai aussi qu'à l'école, il n'y était pas souvent. Il préférait courir la campagne, aller à la pêche, grimper dans les arbres, chipper des pommes, et surtout faire les pires bêtises qu'on puisse imaginer. Ce jour-là, en passant dans la grande rue, l'envie lui prend tout d'un coup de faire un peu de désordre dans la boutique si bien rangée du ferblantier. Il faut reconnaître que pour un garnement comme lui, c'est bien tentant ce magasin rempli jusqu'au plafond de seaux, d'arrosoirs, de boîtes, de casseroles et de marmites. Quel joyeux tintamarre quand on y met un peu d'animation. Et la moustache du ferblantier qui s'ajoute dans tous les sens quand il est furieux. Un régal pour le galopin. Discrètement, il entre dans le magasin pendant que le ferblantier a le dos tourné. Petit comme il est, personne ne le remarque. Au passage, il attrape une bobine de ficelle. Il attache la ficelle à un escabeau posé tout près d'une pile branlante de grands seaux de fer. Il ne lui reste plus qu'à sortir de la boutique en déroulant la ficelle. Une fois dehors, caché derrière le volet de bois, il tirera dessus un grand coup sec, et ce sera la grande symphonie des casseroles. Avec un peu de chance, le ferblantier se trouvera coiffé d'un seau. Mais juste au moment où Petit Pierre va sortir, c'est le père Jean qui entre dans le magasin. Petit Pierre se jette derrière une grosse lessiveuse. C'est que le père Jean, tout le monde le craint, surtout les garnements et les polissons. Le père Jean, c'est un vieux paysan bourru, bougon, le genre pas commode qui marmonne dans sa barbe broussailleuse en vous jetant un regard mauvais sous ses gros sourcils. Il habite une ferme isolée dans le hameau du Baillet, et personne ne s'en approche sans une bonne raison. On ne le dérange pas pour rien, le père Jean. Petit Pierre veut attendre que le vieux paysan soit parti pour commettre son forfait. Mais parfois, ce que veut la tête, ce n'est pas ce que veulent les pieds. Et les pieds du Petit Pierre ne sont pas habitués à rester tranquilles. Alors, sans que Petit Pierre lui ait rien demandé, l'un de ses pieds se met à gigoter et accroche la ficelle. La ficelle tire sur l'escabeau, qui tombe sur les seaux, qui s'écroule sur les arrosoirs, qui renverse les boîtes à tabac et les pots à lait. Tout ça dans le plus grand tintamarre qu'on puisse imaginer. Le ferblantier se met à beugler aussi fort que les vaches du père Jean, et la moustache du boutiquier tremble de colère en cherchant l'énergumène qui a causé la catastrophe. Mais il ne trouve personne sur qui déverser sa fureur, parce que Petit Pierre a disparu. Tout le déluge de fer blanc s'est abattu sur sa tête. Le tout petit bonhomme se retrouve enfermé dans une boîte à tabac qui est tombée au fond d'un pot à lait qui a atterri dans un grand seau. Et vu la tempête qui sévit à ce moment-là dans le magasin, Petit Pierre se garde bien de se montrer. Le père Jean, qui n'a pas bougé d'un pouce, grogne dans sa barbe à l'adresse du ferblantier. « Quand vous aurez fini de faire le pitre, vous pourrez peut-être me servir ? J'ai besoin d'un grand seau et aussi d'un pot à lait pour remplacer le main que la rouille a percé. Donnez-moi donc cela, ça fera l'affaire, c'est déjà tout emballé. » Et sans attendre que le boutiquier le serve, le père Jean attrape le seau dans lequel est tombé le pot à lait, où justement se trouve le Petit Pierre, prisonnier de la boîte à tabac. Le vieux jette les pièces pour payer sur le comptoir et, sans un mot de plus, sort de la boutique, sa quincaillerie à la main. Il le trouve bien un peu lourd, le seau. Mais il se dit que c'est des années qui font ses bras moins forts et le fer blanc plus lourd. Dehors, le père Jean accroche le seau sur le dos de son âne, et sa bête à la longe, il repart chez lui. L'âne sent bien lui aussi que le seau est plus lourd qu'il ne devrait. L'âne, qui a bon odorat, reconnaît l'odeur du Petit Pierre. Mais l'âne se souvient du jour où Petit Pierre lui a accroché toute une série de casseroles à la queue. Alors il ne dit rien à l'âne. En lui-même, l'animal se réjouit déjà du magistral coup de pied que Petit Pierre prendra quand le père Jean le trouvera dans son pot à lait. Et Petit Pierre non plus ne dit rien. Il espère bien pouvoir s'enfuir sans être vu quand le paysan aura posé le seau dans un coin. Mais les choses ne vont pas toujours comme on voudrait qu'elles aillent. Sitôt arrivé à la ferme, le père Jean s'en va dans l'étable, le seau dans une main, le pot à lait dans l'autre. Quand le seau est plein, le paysan verse le lait dans le pot.
Dans la boîte à tabac au fond du pot, Petit Pierre est inondé et plus moyen de sortir avec le lait qui appuie si fort sur la boîte. Alors Petit Pierre se met à braire aussi fort que l'âne du père Jean quand il a peur d'une souris. Le père Jean, bougonnant dans sa barbe, plonge la main dans le pot pour voir qu'est-ce qui braille comme ça dans son lait. Il sort la boîte à tabac et le Petit Pierre qui est dedans. Il est furieux, le père Jean, que son lait soit tout gâté. Et quand il est furieux, ses sabots tapent plus fort encore que d'habitude sur les fesses des garnements. Et comme si ça ne suffisait pas, la vache, qui a eu bien peur des cris du Petit Pierre, ajoute un coup de ses sabots sur les fesses déjà toutes rouges du petit bonhomme. Et Petit Pierre prend ses jambes à son cou pour s'enfuir. Mais quand il passe à côté de l'âne, l'animal remet un petit coup de ses dents à la culotte du garnement, juste pour se venger des casseroles. Depuis ce jour, Petit Pierre n'a plus fait l'école buissonnière. Il est retourné illico en classe, où on dit qu'il est resté 10 jours debout au fond de la pièce sans pouvoir s'asseoir tellement son derrière le chauffait. Il est devenu un excellent élève, sauf pour les problèmes d'arithmétique qui parlaient de seaux, de litres de lait et de pots en fer blanc.